Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Pressentiment, un numéro exceptionnel, mais finalement ne le sont-ils pas tous, avec pour la première fois un consultant, et non des moindres, puisque Habib Beye va avoir le plaisir d'être dans cette émission. Je dis plaisir parce que vous connaissez sa sincérité, vous connaissez ses propos et son regard sur le football. Il en parle tellement bien que nous avons eu le plaisir de faire ça en 2 émissions. Pressentiment avec Habib Beye de Canal+, c'est tout de suite. Top générique. Mesdames, messieurs, ça y est, enfin, il est là, Habib Beye. Habib, bonjour. Bonjour Eric, ça va? Ça a été long, hein? Ah, et alors, on va pas rentrer dans les détails pour ceux qui vont regarder ce numéro de Pressentiment, mais je voudrais juste dire aux gens, et c'est finalement l'image qui émane de toi, c'est que quand je t'ai proposé cette émission, à contrario de certains, et je ne juge pas leur attitude, tu as pris ton téléphone et tu m'as dit, bon Eric, explique-moi ce qu'il en est. Et je trouve que ça représente parfaitement le personnage qu'on peut voir quand tu fais les émissions sur Canal, c'est-à-dire que tu dis les choses, tu souhaites les comprendre pour pouvoir étayer tes propos, et je trouve que ça représente parfaitement ce que tu es, enfin, de ce que tu renvoies, et j'espère que cette émission va nous permettre de mieux te connaître. Ouais, bah écoute, je vais faire je vais en tout cas être authentique, ça comme je le suis d'habitude, et c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps, mais voilà, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. C'est cool. Numéro un peu particulier, puisque jusqu'à présent, nous n'avions que des journalistes. Aujourd'hui, tu es consultant. Alors, je ne sais pas si c'est un véritable métier, consultant. Je ne sais pas comment on peut. C'est le terme qui te convient le mieux, consultant? Oui, consultant, c'est très très bien. Consultant, c'est très très bien, et après consultant, il y a passionné. Et si je fais ce métier, justement, c'est parce que je suis passionné de football, et je t'avoue que j'étais pas du tout prédestiné pour faire ça. Mais lorsque je l'ai commencé, au départ, c'était pas gagné. Je t'avoue que j'étais pas forcément convaincu par mes compétences. Et puis au fil du temps, je me suis mis à travailler, et c'est surtout cette passion qui m'anime, cette passion du jeu, de la compréhension du jeu. Et c'est vrai que le football, c'est toute ma vie. Donc je me retrouve très très bien dans ce métier. C'est une passerelle pour après, mais on en parlera sûrement. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à faire ce métier avec des gens qui sont très intéressants aussi dans le développement que je veux avoir. Et puis dans ce côté un petit peu, on s'enrichit les uns les autres. J'ai quand même vécu dans une bulle pendant 14 ans. Le football, c'est une bulle. Et le fait de sortir un petit peu de cette bulle et de s'ouvrir aux autres, c'est quand même quelque chose d'assez sympa, quoi. Voilà. Il n'y a pas que notre milieu. Il y a aussi le milieu et tous les gens autour. Et ça, c'est important de l'intégrer. Alors, je ne veux pas extrapoler les questions qui sont les miennes dans cette chronologie-là, mais préalablement, quand je parle de toi avec ceux sur Twitter, en évoquant le fait que tu serais dans cette émission, bon, d'abord, il y a effectivement le sondage qui a été un véritable plébiscite, qui a dû forcément te faire plaisir, on y reviendra, mais au-delà de ça, le point commun, parmi les points communs qu'on peut donner avec les footeux, pour en connaître moins que toi, mais avoir pu voir leur évolution, il y a quand même une étude de l'image et du comportement. Est-ce que toi, ton image, ta façon d'être, ta plastique, ta façon de te coiffer, dont on parle parfois, où tes tenues, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as travaillé au fur et à mesure, ou finalement, c'était inné en toi, ça? Non, je pense que c'est inné. J'ai toujours aimé prendre soin de moi, en tout cas sur l'apparence. Et j'ai surtout grandi avec une phrase, c'est que ma mère m'a toujours dit, mon fils, si tu n'as rien à dire, sois élégant. Et je trouve que c'est une phrase assez forte parce que on se rend compte que l'apparence aujourd'hui a une importance vraiment pour moi euh, décisive dans la perception des gens. C'est pas forcément une bonne chose parce que je pars du principe que c'est pas parce que tu es bien fringué, c'est pas parce que tu te présentes bien que ce qui va venir derrière en termes de contenu est cohérent. Mais par contre, je me dis qu'il est important aussi de faire attention à son image parce que c'est la première perception des gens au départ. Et c'est vrai que depuis que je suis petit, je suis assez séducteur dans l'âme, j'ai un ego assez important. Donc c'est vrai que tout ça va avec ce côté un peu, prendre soin de moi, être bien habillé, renvoyer une image très positive. C'est surtout en fait, ce côté, si je devais garder quelque chose de très primaire et très, très logique dans ma fabrication, dans mon ADN, c'était surtout de renvoyer une image sympa aux gens. Et je trouve que quand tu es élégant, quand tu as une certaine classe, et la classe n'est pas que par l'habit, elle est aussi par ce que tu es en tant qu'homme, je trouve que c'est important. Donc voilà, je suis toujours assez soigné. Alors ça fait un peu girly sur les bords, mais
voilà, ça fait partie de moi et c'est vrai que je suis très, très concentré sur cet aspect. Il y avait deux éléments que je voulais évoquer, la plastique, effectivement, l'apparence, mais aussi la rhétorique, le vocabulaire. J'en parlais il y a quelques temps avec un autre consultant, Jérôme Roten. Au téléphone, on évoquait justement l'évolution du vocabulaire et la nécessité de se faire comprendre. Comme disait Socrate, la maïotique, l'art d'accoucher des idées. Est-ce que pour toi aussi, ça a été une évolution, ça a été un travail, la rhétorique, où finalement tu as toujours su très correctement t'exprimer? J'ai toujours été très à l'aise devant les caméras lorsque j'étais joueur, c'est-à-dire que ça ne me posait pas de problème, je n'avais pas d'appréhension de la caméra. Après, pour ce qui est de la rhétorique et du vocabulaire, je pense ça se construit aussi avec le temps. C'est vrai que je n'étais pas quelqu'un qui pouvait lire par le passé et mon ex-compagne m'a amené en fait à lire et justement, je trouve que ça permet d'enrichir le vocabulaire. Je crois de s'ouvrir aux autres aussi, à d'autres milieux permet dans ce milieu qu'est le football, parce que tu ne pourras pas réinventer le lexique footballistique, c'est-à-dire un ballon reste un ballon, un terrain de foot reste un terrain de foot, mais je trouve qu'il faut trouver en fait des rondeurs autour de ce discours footballistique pour s'approprier en quelque sorte un certain ton. Et moi, c'était très important que les gens puissent me comprendre rapidement, parce qu'en fait, notre job en tant que consultant, c'est d'expliquer des choses difficiles à comprendre ou à percevoir d'une façon assez simple. Si demain on est dans un lexique ou dans une analyse trop compliquée, on perd les gens. Il ne faut jamais oublier que les gens qui sont devant leur téléviseur sont des gens passionnés. Et il ne faut pas, en quelque sorte, noyer le poisson à travers un vocabulaire trop enrichi. Il faut rester football. Mais je pense que c'est important de bien s'exprimer parce que ça fait aussi partie de l'éloquence d'un consultant ou d'un journaliste. Et je crois que c'est aussi une marque de fabrique. Bon, c'était juste l'introduction, hein. J'adore. Oui, Ça va c'est être, ça vrai. va être, ça va être, ça va être passionnant. Je suis très bavard, hein, je suis très bavard, Eric. Tu le Non, sais, mais c'est je parle génial beaucoup. mais ce que tu dis aussi est intéressant, donc on t'écoute. Enfin, en l'occurrence, c'est ce que je fais, c'est ce que feront ceux qui regardent cette émission. La première question, c'est finalement, une fois que tu as eu fini ta carrière de footballeur, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce métier de consultant? D'abord, est-ce que tu l'as choisi ou est-ce que finalement, tu as tendu la main? Comment ça s'est passé? Alors, je ne l'ai pas choisi, j'ai arrêté en 2012 et il se trouve que pendant un an, je m'étais fixé l'objectif de profiter de moi, de profiter des miens, de ma famille, de voyager, de faire tout ce que je ne pouvais pas faire en fait en étant footballeur, c'est-à-dire aller au ski, faire des choses qui étaient interdites avant quand j'étais footeux. Et puis, au bout de 6 mois, j'ai trouvé le temps long, c'est-à-dire que j'allais courir le matin, emmener mes enfants et puis je rentrais chez moi et je me disais, waouh, si je dois faire ça jusqu'à 80 ans le plus tard possible, ça va être long. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je trouve une occupation qui me passionne. Et c'est vrai que bon, j'ai commencé à m'occuper de mes affaires un peu immobilières, regarder sur les domaines dans lesquels je pouvais investir, essayer de voir autre chose. Et puis, le foot te rappelle très vite à l'ordre. En fait, c'est que cette passion, en fait, tu ne peux pas t'en détacher. Et c'est vrai que je n'ai pas pu me détacher de cette passion. Et un jour, j'emmène mes enfants à l'école et je rencontre Ludovic Duchesne, donc, qui est un journaliste à Canal+ aujourd'hui. Qui fait Et l'équipe qui de me. France Espoir, que je Ouais, salue et ouais, qui suit d'ailleurs. exactement, exactement. Et qui me dit, bon, bah, qu'est-ce que tu fais à Bib en ce moment? Je dis, bon, écoute, je profite de mes enfants. Le matin, je vais courir. Le midi, je mange avec des amis. Et puis le soir, bon, bah, je suis avec ma famille. Et puis, bon, bah, je trouve un peu le temps long, mais ça va. Et il me dit, mais pourquoi tu viens pas chez nous commenter la Première Ligue, sachant que tu as joué 5 ans en Angleterre? Il me dit, on cherche des consultants. Ça pourrait être super bien pour toi. Tu t'exprimes bien. Tu aimes le foot. Moi, je te vois bien dans ce métier-là. Et moi, je lui dis, hop, 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 non, surtout pas pour moi. Juger les autres, c'est pas mon métier. Et je lui dis, ça m'intéresse pas. Et il me dit, laisse-moi en parler à Laurent Jaoui et à Karim Nedjari, qui était à l'époque au service des sports de Canal+. Et il me dit, tu me laisses l'opportunité de revenir vers toi. J'ai dit, ok, bon, donc il avait mon numéro. Et il me rappelle le lendemain et il me dit, écoute, on a rendez-vous jeudi prochain avec Karim Nedjari C'est et Laurent génial, Jaoui. génial. Ouais. Et donc, je suis allé voir Laurent Jaoui et Laurent Jaoui me dit, écoute, le mieux, c'est de faire un test. On te met sur un match amical. Donc, c'était Lyon contre les New York Red Bull en préparation d'avant-saison. Donc, saison 2013-2014. Et il me dit, et tu vois ce que ça donne. Donc, je commence, donc je me prépare, je vais chez Canal et je me retrouve aux commentaires avec Anthony Tobelem, qui est donc mon premier commentaire, et je commande ce match. Mais complètement brut de Naturellement. décoffrage, c'est-à-dire ouais, Ah. naturellement, sans aucune formation, sans aucune aptitude. Et je commande ce match. Et à la fin, bon, je me dis, ouais, c'est pas facile quand même.
C'est pas facile de trouver cette musicalité, cette coordination avec le journaliste, apporter en fait aussi une vision, un point de vue critique, une analyse. Je dis tout ça en même temps, c'est pas simple, même pour quelqu'un qui est passionné de football. Je rentre chez moi et puis je me dis je vais quand même regarder le match en replay pour voir ce que ça donne en fait à l'antenne. Et là, je m'écoute et je m'écoute 45 minutes et au bout de 45 minutes, je dis ah non, c'est pas possible. C'est pas fait pour moi, je me trouve pas bon. Et j'appelle Laurent Jaoui et je lui dis écoute Laurent, je pense que l'expérience elle est pas bonne, je me suis pas trouvé bon. Et il me dit comment ça tu t'es pas trouvé bon? Je lui dis bah je me suis réécouté, il me dit voilà, tu as fait l'erreur qu'il fallait pas faire. Se réécouter, il faut savoir apprendre et savoir et puis on va toujours trouver des éléments négatifs. Il dit moi je vais te dire ce que j'en pense. Je pense que c'est perfectible, mais il y a de très très bonnes dispositions. Et je trouve que ça serait dommage que tu arrêtes. Et donc j'en parle avec mon ex-compagne, elle me dit mais en fait Habib tu fais rien aujourd'hui. Fais-le, fais quelques matchs et puis tu verras ce que ça donne dans le futur. Et puis j'ai commencé à en faire un deuxième, un troisième et ma chance, et là pour le coup je trouve que c'est une histoire de vie parce que c'est comme ça dans la vie aussi, j'ai rencontré des bonnes personnes, des super journalistes en fait qui ont pris le temps de m'amener à ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qui ont pris le temps de m'expliquer ce qu'était le métier, comment il fallait travailler pour aujourd'hui préparer un match. Et je trouve que, et en l'occurrence, j'ai rencontré Anthony Tobelem, j'ai rencontré Eric Huet, aujourd'hui, qui est sur la chaîne Téléfoot, qui a pris du temps avec moi avant les matchs, après les matchs pour débriefer. Et il me disait, ça c'est bien, ça mets de côté, ça n'aie pas peur du silence, on t'attend sur ce point de vue, on t'attend sur ça. Et petit à petit, j'ai pris ça vraiment comme un travail et comme un métier. Et je me suis dit, si à un moment donné dans le football, tu as réussi à ta manière et à ta façon, c'est parce que tu as travaillé. C'est parce que tu as beaucoup travaillé. Et je me suis dit, il faut que je fasse la même chose dans ce métier de consultant. Et je ne dois pas en fait descendre mon curseur dans le travail. Et je me suis imposé en fait cette charge de travail sur la préparation des matchs, sur la visualisation des De matchs, sur avoir l'exigence. de l'exigence en fait. Je me suis fixé une exigence élevée sur le métier et sur l'expertise. Et puis, bah, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et il s'est trouvé qu'au bout de 3 mois, c'était une révélation. C'est que j'adorais ce que je faisais, j'adorais décrypter le jeu, j'adorais avoir une analyse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes le métier que je fais, ce que les gens me disent, ce qu'ils perçoivent en premier, c'est cette passion que j'ai pour le jeu, en fait, pour le football. Avant le fait d'être un bon consultant, un mauvais consultant, je suis passionné par le jeu. Et mine de rien, cette passion pour le jeu, elle déborde tellement que les gens arrivent à l'apercevoir à travers l'écran. Et ça, c'est en quelque sorte ma plus grande victoire à Oui, mais l'intérieur du Habib, métier que je fais. pardon, mais les consultants de foot, par exemple, étant pour la plupart des anciens footballeurs de haut niveau, la passion qui les habite devrait être la même que la tienne. En quoi la tienne serait différente? Parce que j'ai toujours été passionné par le jeu, même en tant que joueur. C'est-à-dire, j'ai toujours essayé de comprendre ce que mes entraîneurs me demandaient. Ça a Pourtant, tu ne été jouais pas ma. 10. Ouais, je jouais pas 10, mais en fait, le fait de jouer sur un poste un peu reculé, c'est que moi, il fallait que tu m'expliques pourquoi on travaille ça. Tu sais, je me réfère à quelqu'un qui fait des conférences aujourd'hui dans les entreprises, mais également aujourd'hui à travers des gens qui ont besoin de management. Tu sais, en France, aujourd'hui, il y a le quoi, le comment et le pourquoi. Et lui dit qu'il faut le prendre dans l'autre sens. Et moi, j'étais un peu comme ça. Je voulais comprendre pourquoi, avant de savoir ce qu'on allait faire, je voulais comprendre pourquoi on le faisait. C'est-à-dire, si je t'explique ce qu'on va faire, mais je ne t'explique pas pourquoi on le fait, je ne donne pas du sens à ce que je veux faire. Et j'ai toujours été en fait dans cette construction-là. Et en tant que joueur, je voulais comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, en tant que consultant, quand je regarde un match de football, j'essaie de comprendre pourquoi cette équipe évolue comme ça. J'essaie de comprendre pourquoi cet entraîneur a fait ce choix-là. Et du coup, je pense que les gens arrivent à percevoir cette exigence de l'analyse et cette passion. Et tout ça mélangé fait que, bon, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plébiscité, je suis reconnu dans le métier que je fais. Et ça, c'est un immense plaisir. Et c'est surtout que je n'ai jamais descendu ce niveau d'exigence. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je fais ce métier. Et je fais ce métier comme au premier jour. Je m'interdis d'aller dans une émission que je n'ai pas préparée. Je m'interdis de commenter un match que je n'ai pas préparé. C'est pas possible en fait. C'est pas pour moi dans la logique. Si un jour c'est le cas, alors j'arrête. Alors ça veut dire que je suis plus passionné par ce que je fais. Et le jour où j'ai arrêté en 2012 ma carrière de footballeur, pardon, c'est que je m'étais dit, tu es moins passionné. Tu es moins passionné pour t'entraîner tous les jours. Tu es moins passionné pour te faire mal tous les jours. Alors c'est peut-être le moment de dire stop. Et si un jour dans mon métier de consultant, je ressens le besoin de dire, tu ne travailles plus comme avant, tu prends plus autant de plaisir à commenter des matchs, tu n'es plus aussi passionné, alors ça sera le moment sûrement de passer à autre chose. Voilà.
as un point commun avec Hervé Matou, c'est-à-dire que là, on est qu'à la première question. On a fait 15 minutes. Écoute, s'il faut, on en fera une deuxième, Eric. On en fera une Non, mais deuxième s'il faut. c'est super. Franchement, c'est passionnant. Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit, mais il faut malheureusement que moi aussi je synthétise. Les questions qui sont les miennes à ton égard mélangent effectivement un peu ce que tu es et de ce que tu étais. Et donc, forcément, je parle de footballeur. Mais avant cela, juste un petit aparté. Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, ta notoriété est plus forte parce que tu es devenu consultant que tu n'étais quand tu étais footeux? Oui, c'est le drame. C'est ça le drame. C'est le drame, je pense. Non, mais pourtant, tu es international. Oui, Enfin, oui, mais non, c'est le drame. Je pense que t'es comme Yannick Noah. T'es comme Yannick Noah. Ma notoriété en tant que joueur est sûrement supérieure encore, mais dans une seule ville, c'est à Marseille. Mais partout en France, je pense qu'on me connaît plus en tant que consultant qu'en tant que joueur. Et à Strasbourg, parce que je tiens à te dire que tu as le bonjour des gens que j'ai vus de l'encadrement. J'ai parlé de toi avec le président aussi. Enfin voilà, non, sache qu'à Strasbourg aussi. Tu sais, c'est deux clubs qui m'ont vraiment marqué. Strasbourg. Alors, on va y venir. Voilà. On va y venir. D'ailleurs, alors, la question que je te pose, c'est celle que je pose aux journalistes. Là, vous avez un tronc commun. C'est je vais te demander si tu supportes un club de foot. Et attends, on a un invité qui n'était pas prévu. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que je pourrais parler au meilleur speaker de France? Alors, je ne sais pas si vous êtes avec lui, mais nous sommes en direct avec un invité qui s'appelle Habib Bey. Alors, je sais que vous êtes au téléphone et a priori peut-être en voiture vu la qualité de la connexion, mais est-ce que vous pouvez dire un mot au monsieur qui est avec nous en live? J'ai beaucoup de respect pour Habib. Je ne sais pas si j'ai plus de respect pour le joueur ou le consultant, mais en tout cas, ça se vaut. Et c'est déjà un exploit parce que le joueur était déjà très respectable. Nous sommes avec Ludovic Duchesne de Canal+. Habib, tu parlais de lui il y a quelques minutes pour le remercier. Il est en direct avec nous. Ludo, merci de prendre quelques instants de ton temps pour évoquer. Alors, on parlait de la carrière, des carrières d'Habib Bey qui est donc dans Pressentiment aujourd'hui. Si tu devais parler de lui aujourd'hui, mais en tant que consultant, mais par le prisme de l'homme, qu'est-ce que tu en dirais? Écoute, moi, ce que j'aime chez Habib, c'est son parti pris. Alors, tu vas me dire, tous les consultants ont leur parti pris, mais je trouve que dans son analyse, même s'il prend parti, il arrive à être d'une honnêteté, en tout cas son honnêteté à lui, et c'est ce qui transpire en fait. Et moi, c'est ce que j'aime. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît. Habib, il est capable de parler de Marseille et de dire les choses qui font mal aux Marseillais et de dire des vérités. Et je trouve que quand on arrive à aimer un club, une ville et à dire quand même des vérités qui font mal, bah voilà, c'est qu'on a tout gagné. Voilà, pour moi, c'est ça le top pour moi, et Habib, c'est le top. Voilà. Habib, c'est comme ça. Habib, c'est le top. Habib, tu as entendu ce qu'a dit Ludo? Oui, j'ai entendu ce qu'a dit Ludo. Je suis très touché parce que je rappelle à chaque interview que je fais sur mon parcours, je nomme toujours Ludo. Parce que s'il n'est pas là, ça n'arrive jamais en fait, réellement. Faut toujours récompenser les gens, ne serait-ce que par les mots. C'est pas forcément les récompenser par quelque chose, mais par les mots. Toujours se souvenir. Moi, je me rappellerai toujours que ma carrière de footballeur, elle a été aussi lancée par certaines personnes, comme Claude Leroy, comme Pierre Mankowski, qui ont cru en moi. Et je pense que mine de rien, Ludo, à sa façon, a cru en moi. Il a décelé quelque chose. Et si aujourd'hui, je vis cette vie de consultant et ça me permet d'être passionné 8 ans après avoir arrêté ma carrière, c'est aussi en partie et grâce à Ludo ou grâce à des journalistes que j'ai rencontrés par la suite, tous ceux avec qui j'ai pu travailler. Mais Ludo a vraiment une part très importante dans ma réussite et dans mon lancement aussi en tant que consultant, parce qu'on a beaucoup échangé aussi après avec Ludo à travers des petits cafés qu'on prenait le matin quand on était l'un à côté de l'autre à Saint-Nom et à Feucherolles. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour Ludo et il sait que j'ai toujours un petit mot envers lui lorsque je parle de mon parcours. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Bon, mais c'est cool, Ludo, tout ça. Bah ouais, on n'est pas obligé de se dire des saloperies, hein. C'est vrai aussi. Ludo, merci d'avoir appelé. On t'embrasse fort. Ouais, je t'embrasse. On se retrouve lundi soir. Oui, si ce n'est que… Attention, il y a un gros match. Oui, Ludo, la diffusion de l'émission n'étant pas encore calée, je pense que quand tu diras ça, l'équipe de France aura gagné. En tous les cas, on se le souhaite.
On t'embrasse fort, vraiment, vraiment. Ouais, je vous Salut embrasse. Ludo. Salut Ciao, Ludo. ciao. Bon, voilà, c'était notre première invité surprise. Belle surprise, belle surprise. Très belle surprise, merci. Non, mais toi, moi aussi, je bosse l'émission. Très belle Alors, surprise. oui, le club que tu supportes, finalement, parce que tu as joué 6 ans à Strasbourg, 5 ans. 5 ans à Marseille. Non, Ouais. ah oui, c'est 5 et 4. 5 ans à Strasbourg, 4 ans à Marseille. Ouais. Ah voilà, 5 et 4. Je pensais que c'était 6 et 5. Et pourtant, ton club de cœur, c'est Marseille. Euh, Pourquoi? Et est-ce que d'abord, c'est ton club de cœur? Oui, oui, c'est mon club de cœur. C'est le club que je supportais lorsque j'étais jeune. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, la génération 91-93, Olympique de Marseille, finale de Ligue des Champions et vainqueur de la Ligue des Champions en 93, bah voilà, à ce moment-là, concrètement, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans et 16 ans et que forcément, un peu comme mon fils aujourd'hui, bah, il est un petit peu conditionné par ce qui se fait de mieux en France. Et à l'époque, Marseille gagnait tout. Marseille avait des stars qu'on adorait nous en tant que jeune. Alors j'habitais à Paris, mais oui, j'étais fan de l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que bon, c'était le club de mes rêves, c'était le club de mon cœur. Un jour, j'ai eu la chance de pouvoir y signer, d'en devenir le capitaine. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu des signes un petit peu tout au long de ma vie qui m'ont construit un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour Strasbourg parce que c'est le club qui m'a lancé et j'ai passé 5 super belles années là-bas. Est-ce que, je reviens sur ton métier actuel de consultante, toi, finalement, on passe de l'un à l'autre. Est-ce que tu as le souvenir d'une bourde que tu aurais faite à l'antenne? Et quand je parle de bourde, je parle pas de propos désobligeants, tu vois, mais d'un joueur sur lequel tu te serais trompé ou quelque chose qui aurait pu même être, avec le recul, finalement rigolo. Est-ce que tu as le Bah, souvenir de ça? alors, je pense que des bourdes, on en fait tous parce qu'à un moment donné, on doit éventuellement se mouiller. Donc, on en fait tous. On a des lectures parfois qui ne sont pas les bonnes. Mais si je me souviens d'un joueur en qui je ne croyais pas du tout, c'était Firmino. Firmino, qui est aujourd'hui l'attaquant de Liverpool. Je sais que tu vas être déçu, Eric. Je sais que tu vas être déçu. Mais un jour, je le vois avec l'équipe du Brésil en Coupe des Confédérations, si je ne me trompe pas. Et je me dis, si lui, c'est l'attaquant du Brésil, et si lui fait une grande carrière, en gros, hein, tu m'as compris. Hein, voilà. Euh, et aujourd'hui, il est le joueur qu'il est. On a tous vu l'immense joueur qu'il est. Donc, parfois, on a des a priori, parfois, on a voilà, des visions comme celle-ci qui ne sont pas les bonnes visions. Donc, ce n'est pas une bourde, mais on arrive à se tromper aussi de temps en temps, il faut le dire. On n'a pas la science infuse. C'était une perception à ce moment-là. Et je suis très content qu'il soit devenu le Firmino d'aujourd'hui. Et tant mieux pour lui, tant pis pour moi. Et c'est très bien que je me sois trompé. Mais on se trompe assez souvent hein, dans le métier qu'on fait, puisqu'on est obligé de se mouiller. Parfois, vous dites ah bah je sens bien que c'est le moment de l'Olympique de Marseille et 1 minute après, ils prennent un but. Ça arrive, c'est comme ça. Mais c'est aussi notre métier qui fait ça. Donc, il ne faut pas avoir peur à un moment donné de se tromper, parce que sinon, ça tue un petit peu l'essence de notre métier. C'est aussi d'anticiper les choses. C'est ce que disait Ludovic à l'instant. Comment tu vis la jurisprudence d'Imeco? Je m'explique. Est-ce que toi, tu serais capable de commenter une finale avec Marseille ou Strasbourg, ou avec, à contrario, un club que tu honnis, que tu détestes? Est-ce que tu serais capable de le faire en toute transparence? Oui, je pourrais le faire en toute transparence. Encore une fois, je l'ai dit, je comprends le point de vue d'Eric. Je comprends tout à fait le point de vue d'Eric s'il est dans le sens de dire, écoutez, moi j'ai gagné la Ligue des Champions avec Marseille, commenter une finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, je pense qu'il y a des consultants qui sont plus légitimes que moi. Moi, je le vois comme ça. Et ça, je trouve ça noble de sa part de reconnaître qu'en termes d'émotions, et on transmet des émotions. Il ne faut jamais oublier que notre métier, journaliste et consultant, c'est aussi de transmettre des émotions aux téléspectateurs. Et si concrètement, il sent que cette émotion sera en quelque sorte altérée par son parcours, parce qu'il est en tant qu'homme, et il ne faut pas oublier, c'est que Eric, au-delà d'être joueur de Marseille, il est Marseillais. Il est vraiment Marseillais, c'est-à-dire que c'est un Marseillais, c'est un minot, c'est un Marseillais. Ce qui n'est pas mon cas, je suis né à Paris. Et à la différence, et là je ne parle pas de la comparaison entre Eric et moi, c'est que moi je ne déteste pas Paris. Et là je ne parle pas d'Eric, hein. Je ne dis pas qu'Eric déteste le PSG, je dis juste pour ma part. Certaines personnes qui sont fans de Marseille ou supporters de Marseille détestent Paris. Moi j'ai été formé au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain joue contre Barcelone en finale de Ligue des Champions, je ne souhaite pas que le Barça batte le PSG. Par contre, s'il y a un PSG Marseille, je suis pour l'Olympique de Marseille.
et en aucun cas pour le PSG. Mais tu comprends un petit peu le La rapport nuance. entre Oui, mais alors, la nuance. Donc, je n'ai aucun problème en fait à commenter une finale de Ligue des Champions du PSG. Et d'ailleurs, je l'ai fait, puisque c'est moi qui ai commenté la finale de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain sur Canal+ International, puisque nous avons les droits. Et je n'ai aucun problème parce que je suis en fait vide de toute émotion liée au supporterisme. Je suis là pour transmettre une émotion, pour être impartial et pour faire vivre aux téléspectateurs un événement exceptionnel. Peu importe si c'est le PSG ou peu importe si c'est un autre club. Habib, je viens d'écouter ce que tu viens de dire et c'est peut-être révélateur. Tu as dit, s'il y a une finale Paris-Barcelone, je ne serai pas pour Barcelone. Je ne supporterai pas Barcelone. Tu n'as pas dit pour autant que tu supporterais le Paris Saint-Germain. Oui, mais je ne supporterai pas le Paris Saint-Germain, mais je souhaite malgré tout que le club français triomphe parce que ça fait du bien au football français. Après, je ne peux pas être aujourd'hui dans le déni et non plus dans le mensonge. Je ne peux pas être supporter de Marseille et être également supporter du PSG. Ça serait un mensonge. Par contre, je n'ai aucune haine envers le PSG. Si le PSG gagne la Ligue des Champions, je pense que ça n'effacera pas l'histoire de l'Olympique de Marseille et le fait que l'Olympique de Marseille ait gagné la Ligue des Champions. Par contre, je comprends tout à fait Eric dans l'aspect de l'émotion et cette transmission. S'il estime qu'il n'est pas capable de le faire, et il a dit lui-même, je trouve que Jérôme Rotten serait plus légitime à le faire, je trouve ça tout à fait normal de la part d'Eric et même très honnête de sa part. Il nous reste 2 questions dans cette première partie. Avec Habib Beye dans Pressentiment, un bonheur absolu. C'est comme une tisane au coin de la cheminée, ça fait du bien partout où ça passe. Est-ce qu'il y a un événement sportif que tu as vécu qui a généré chez toi une émotion que tu n'as pas su maîtriser? Tu vois, quelque chose qui a dépassé le côté stoïque que tu aurais pu avoir, soit en tant que spectateur, soit en tant que consultant. Est-ce qu'il y a un moment, un événement voilà, qui aurait pu te faire pleurer, qui aurait pu te faire… on salue l'invité qui vient de nous rejoindre derrière toi. Oui, on a du monde. Mais ce qui est sûr, alors il y a un événement récent où je me suis vu comme un gamin en fait et plus comme un consultant. Je me suis vu comme un gamin qui était dans un stade de foot à profiter du spectacle. C'est le comeback de Liverpool face à Barcelone. Le 4-0 à Anfield où je suis dans le stade et je suis consultant. On est deux. On est deux. Et là, il y a un moment, et en fait, il y a un moment de lévitation. C'est très rare dans notre métier, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Au moment du 4-0, c'est-à-dire que là, on n'est plus maître du tout de l'événement. Le consultant et le journaliste, à ce moment-là, doivent juste se taire et laisser vivre l'événement. C'est-à-dire qu'on n'a plus, en fait, la main, on n'a plus à dire quoi que ce soit. L'événement suffit à ce moment, en fait, hors du temps. Parce que pour moi, c'est hors du temps. Quand tu vois ce match-là et que tu es dans le stade et tu l'as vécu et que tu vis ce moment-là, moi, à ce moment-là, je suis le jeune gamin de 10 ans qui découvre pour la première fois un match de football et qui est en fait dans ce qui était sa passion et son ADN. C'est-à-dire, quand j'allais voir mon papa jouer au foot avec des yeux grands comme ça, et bien là, ce jour-là, je suis là-dedans. Je ne suis plus dans le consultant, je ne suis plus dans Habib Beye, l'ancien joueur de football, je ne suis plus dans Habib Beye, l'éventuelle personnalité. Je suis dans le gamin qui regarde quelque chose et qui est en train de prendre son pied comme jamais il l'a pris devant un match de football. Et en quelque sorte, j'ai plein de petits rapports à ça. J'ai vécu la Coupe du Monde 98, la finale au Stade de France. Et je raconte assez rapidement, c'est que je vis la victoire de l'équipe de France, donc 3-0 contre le Brésil. Et je suis fan de l'équipe de France, puisque je suis français. Et 4 ans après, je suis sur le terrain avec le Sénégal et je bats cette même équipe de France au premier tour de la Coupe du Monde. Tu t'imagines l'histoire de vie, le transfert en fait de l'histoire de vie. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai ressenti une émotion hors norme parce que je me suis dit, quel chemin parcouru en fait en 4 ans, en si peu de temps. Il y a 4 ans, j'étais le gamin qui voyait l'équipe de France être championne du monde. Et aujourd'hui, je suis toujours le gamin, mais qui bat l'équipe de France en fait. Qui m'a fait rêver. Tu vois, l'équipe de France qui m'a fait rêver en 98, je deviens en quelque sorte l'un des bourreaux de cette équipe de France. Et je me dis, la vie, elle te réserve des dénouements et des success stories ou des happy endings, tu vois, qui sont hors du temps. C'est drôle, Habib, parce que tu viens de dire je suis français et tu as quand même choisi une autre sélection pour défendre ses couleurs. Alors, tu t'es déjà expliqué sur le sujet, ce n'est pas le débat de l'émission, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui privilégient une sélection parce qu'ils ont plus de chances d'y jouer. Toi, c'est plus le cœur probablement qui a parlé. Oui.
quel regard tu portes sur ces jeunes qui vont choisir plus la carrière que finalement ce qui sont de leurs racines? Bah, encore une fois, c'est difficile à juger. Moi, j'ai eu la chance, en fait, déjà d'avoir le temps pour choisir, d'avoir essayé aussi demander à mon papa ce qu'il en pensait. Mon papa m'a dit une fois, Habib, c'est ce que tu ressens toi à l'intérieur de toi. C'est pas à moi de te dire ce que tu dois choisir. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que je suis franco-sénégalais. J'ai la richesse de ma maman qui est née en France et j'ai la richesse de mon papa qui est né au Sénégal. Et je fais aucune différence entre les deux. Je pars du principe que ma biculturalité, ma binationalité m'a apporté énormément dans ma vie d'homme aujourd'hui. Et ce que j'aimerais que ces gamins comprennent, c'est qu'avant de choisir le projet qui fera d'eux un footballeur ou un homme différent, c'est que moi aujourd'hui dans ma vie, j'ai 43 ans et je me construis avec ce choix encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait de faire le choix d'aller avec le Sénégal m'a rapproché de mes racines, m'a rapproché aussi de mon identité paternelle. Et je crois qu'aujourd'hui, le choix doit être fait dans ce sens-là. Les enfants qui font le choix du projet, de dire bah, c'est mieux que je joue avec l'équipe de France que de jouer avec l'équipe du Sénégal, je peux le comprendre. Mais j'aimerais qu'ils aient cette réflexion de dire attention, c'est un parcours de vie aussi. L'aspect ponctuel de choisir une sélection, n'oublie pas, c'est que ça va te construire dans ta vie d'homme dans le futur. Ça n'est pas juste un effet ponctuel, c'est un parcours de vie. Et moi, aujourd'hui, je continue à me construire avec ce parcours de vie dans l'éducation de mes enfants, par exemple. Découvrir le Sénégal, parce que c'est le cas. Moi, j'ai découvert le Sénégal très tard. La première fois que je suis allé au Sénégal, je n'avais que 17 ans. J'avais 17 ans, c'est-à-dire que de 0 à 17 ans, je n'ai pas vu mon pays. Je ne l'ai vu que par les paroles de mon père et par les photos de ma famille. Mais je n'ai pas découvert mon pays. Et quand je l'ai découvert, ça a été une révélation. Et donc, j'aimerais que les gamins fassent ce choix-là de se dire, attends, ok, je peux choisir l'équipe de France, je peux choisir l'équipe du Sénégal, mais il ne faut pas que j'oublie qu'en faisant ce choix, je pars dans une aventure de vie et dans un parcours de vie qui doit me construire au fil du temps. Après, je ne vais pas stigmatiser ceux qui font le choix juste du projet, parce qu'encore une fois, ça leur appartient. Mais j'espère que beaucoup font le choix aussi voilà, de ce parcours de vie, parce que moi, ça a été un parcours de vie extraordinaire avec le Sénégal. J'aurais pu te demander, Habib, pourquoi tu n'écris pas un livre, vu tout ce que tu dis, mais finalement… Il est encore trop tôt. Peut-être un jour, lorsque j'aurai cette carrière d'entraîneur, pour enfin parler de toutes ces facettes. Tu me laisses finir au bout de ma phrase, parce que justement, c'était mon introduction. Mais il faut que tu saches, enfin, que les gens sachent, s'ils ne le savent pas encore, que tu as suivi ou tu suis encore une formation. Tu as suivi une formation pour faire entraîneur à Clairefontaine, avec Franck Tilivier, notamment, en Exactement. Donc des gens que j'ai eu la chance moi, aussi de voir auprès de la Fédé. Ce sont des gens qui sont aussi très passionnés, mais aussi très pondérés finalement. Et la question que je voulais te demander, qui sera donc la dernière avant cette pause, c'est est-ce que ton calme que l'on connaît de toi, c'est le fruit de ta capacité à gérer l'émotion, qui est l'une des valeurs apprises dans cette formation, ou c'est eux qui t'ont instillé cette capacité à gérer l'émotion et donc à être pondéré? Je pense qu'ils m'ont beaucoup apporté sur cet aspect-là. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens perçoivent chez moi du calme et une forme de sérénité, alors qu'en fait, il y a un feu intérieur en moi qui est très important. Et j'avais tendance en fait à juger les choses et les événements ou ce qui s'offrait à moi avec ce que je suis en tant qu'homme et ce qui est intérieurement mon ADN. Et parfois, j'ai eu tendance à être quelqu'un qui était trop au feeling et qui avait du mal à gérer cette émotion qui pouvait être parfois négative. Et si on reprend un peu mon parcours en tant que consultant, j'ai eu certaines réactions parfois sur les plateaux qui ne seront plus aujourd'hui ces réactions-là. Peut-être des réactions où tu me sens un peu irritable, où tu me sens un peu avec ce feu intérieur. Et aujourd'hui, j'ai pu prendre un petit peu de distance parce que j'ai appris à gérer cette émotion. Et je me suis rendu compte aussi que je ne devais pas juger l'autre en fonction de ce que je suis moi. Il faut aussi accepter les faiblesses des uns et des autres. Et j'avais tendance souvent à juger les autres par rapport à ce que je suis moi. Si tu n'avais pas mon exigence, je considérais que tu ne pouvais pas être à ma table. Si tu n'avais pas cette capacité de travail, je considérais que tu ne pouvais pas être assis à ma table. Aujourd'hui, en fait, c'était une erreur. Parce que je pense qu'on a tous des faiblesses, on a tous des qualités et qu'il faut savoir en fait jouer avec ses faiblesses et ses qualités. Et savoir appréhender l'autre, c'est aussi une façon de mieux le comprendre. Et pour revenir à Franck, ce qui est très intéressant dans la psychologie de Franck, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup sur l'aspect mental et émotionnel, le peu de discussions qu'on a pu avoir à travers la formation,
c'est quelqu'un qui ne m'a jamais jugé. Il est toujours venu avec des petites informations, tu sais, des petites infusions comme ça de temps en temps, des petits points de réflexion qui sont des points de réflexion essentiels au métier que je veux faire plus tard, mais qui ne sont pas dans le jugement. Tu sais, ce n'est pas une intervention à dire attention Habib, tu as trop de tempérament, attention, ton ego est trop important. C'est de dire Habib, si ton ego est là, il va falloir que parfois tu puisses le réguler parce que dans certaines situations, ton ego peut te porter préjudice. Et je trouve que, tu vois, le fait de constater ça, mais d'apporter une forme de petite clé pour éventuellement mieux l'appréhender, c'est beaucoup mieux que le mec qui vient faire un constat. Ah, mais toi, ton ego, il est comme ça. Ok, tu m'as dit ça et après, une fois que tu m'as dit ça, je fais quoi avec ça? Par contre, la petite clé qu'on te donne en formation, et c'est là où ça a été intéressant pour moi, c'est d'échanger avec les autres et de voir plusieurs profils, 23 mecs différents de ce que je suis et d'apprendre à en quelque sorte, avancer avec eux. Et mine de rien, le jour où je vais être entraîneur, il va falloir que je gère 23 mecs avec 23 égos différents, 23 ambitions différentes. Et il va bien falloir que je sois le boss, quoi, tu vois, et que je sois à un moment donné en capacité d'emmener tous ces mecs avec moi. Donc, non, la formation m'a apporté ça, c'est sûr. Habib Beye dans Pressentiment, première partie, on va souffler, on va proposer à Pierre Ménès d'écouter cette émission et pendant ce temps, nous, de regarder le centre de Trent Alexander-Arnold et on se retrouve après cette petite pause. À tout de suite.